rapidement, je m'appelle Wadi, donc je suis militant à Révolution Permanente. Et donc du coup, le thème du topo là ce matin, ça va être en fait sur le descriptif, je crois que c'était écrit mutation et actualité de l'islamophobie en France. Plus généralement, on va essayer de discuter un petit peu de la question de la construction du problème musulman, de l'extrême gauche, des positions de l'extrême gauche et tout là-dessus, et de ce que nous on pense qu'il faudrait faire justement pour lutter contre l'islamophobie. Du coup, pour commencer, la question, enfin, l'islamophobie, c'est pas un problème franco-français. C'est-à-dire, on a vu ces dernières années, que ce soit les attentats de Christchurch, que ce soit Anders Breivik en Norvège, etc. En fait, on a vu que c'était un problème qui était, internationalisé et qui n'était pas franco-français. Cependant, il y a, et c'est pour ça que mon topo va être quand même beaucoup axé sur la France, il y a quand même une spécificité française, justement, dans la construction du problème musulman. Je vais revenir dessus après et tout, qui tient notamment à son histoire, l'histoire coloniale de la France, mais aussi du coup à l'origine des immigrés, enfin en tout cas de la majorité de l'immigration post-coloniale, qui est dans les classes populaires aujourd'hui et tout, et puis aussi la nature impérialiste donc de la France, et évidemment le discours islamophobe, la construction du problème musulman va légitimer, on verra aussi un certain nombre les interventions militaires au nom de la lutte contre le terrorisme, etc. Du coup, comme je disais, donc un problème qui est où il y a quand même une spécificité en France. On a vu pendant le dernier quinquennat en fait toute une offensive, avec Macron, Darmanin, et qui a montré en fait comment la construction du problème musulman, avec la loi séparatiste, prenait part jouait en fait un rôle clé en fait dans le projet macroniste, dans un projet général en fait qui conjuguait à la fois offensive autoritaire, traitement migratoire xénophobe. Donc on avait vu la loi sécurité globale, la loi asile et immigration, et puis une offensive antisociale généralisée. Donc je reviens pas dessus, les retraites, le mouvement des gilets jaunes justement qui protestaient contre la vie chère, etc. Donc comme je disais au début, ça va, ça marche. Ouais. C'est mieux. Il y a beaucoup d'écho. Après c'est la salle qui est comme ça. Non, c'est la salle. Et du coup, comme je disais, donc, qui a servi donc pendant le quinquennat à justifier, comme je disais, la politique internationale de l'État français, notamment le soutien sans faille à Israël, etc. Donc en fait, tout ça, c'est autant de raisons qui font que pour nous, l'islamophobie, donc c'est une oppression, contre un secteur de la population, et qui fait que pour nous, en fait, les révolutionnaires et le mouvement ouvrier doivent justement prendre en charge cette question. Donc il y a Lénine. Je vais pas faire beaucoup de citations historiques et tout, mais il y en a une qui me semble centrale. Lénine, en fait, il définissait le tribun du peuple, en fait, comme celui qui était capable de dénoncer chaque injustice et de mener une politique qui permette d'unifier les opprimés pour vaincre, en fait, l'État bourgeois, la bourgeoisie, etc. C'est trop fort. Et du coup, il faut baisser. Non, c'est bien. Ok. Tu peux parler un peu moins fort. Un peu moins fort. Et du coup, cette idée en fait d'unifier en fait notre camp social, d'unifier en fait les opprimés et tout, ça va être quelque chose en fait de central justement. Quand on va parler de lutte contre le racisme d'État, contre l'islamophobie, etc. Pourtant, si on regarde les dernières années, l'extrême gauche, l'histoire de l'extrême gauche et l'islamophobie, ça a été en fait beaucoup l'histoire d'une rencontre ratée. Donc je reviendrai dessus, notamment en troisième partie à la fin. On verra un peu pourquoi et tout. Mais du coup, l'objectif du topo aujourd'hui, ça va être à rebours justement de cette histoire-là, donc de comprendre historiquement la construction du problème musulman en Occident, d'analyser son rôle dans les recompositions politiques du bloc bourgeois en France, et de discuter en fait les positions de la gauche et de l'extrême gauche, et donc nous ce qu'on propose justement sur cette question-là. Donc pour commencer, donc la première partie, donc ça va être sur les étapes historiques en fait de la construction du problème musulman, et donc je vais me contenter de passer sur plusieurs étapes que je juge charnières pour comprendre en fait l'offensive islamophobe aujourd'hui. Je vais pas revenir sur toute l'histoire, vous voyez,
sinon ce serait trop long. Mais voilà, du coup, seulement quelques points. Déjà, pour introduire, je pense qu'il faut voir que l'islamophobie, le discours islamophobe, c'est pas quelque chose qui est né après l'avènement du capitalisme. C'est quelque chose, voilà, comme oppression qui préexistait, etc. On voit notamment au Moyen-Âge, notamment pour ceux qui connaissent la Reconquista, en fait, c'est le moment où, voilà, il va y avoir. En fait, les Arabes, les musulmans vont être battus en Espagne. Et bien, suite à ça, il va y avoir en fait un certain nombre de persécutions en Espagne, des conversions forcées, et puis à ce moment-là, un certain nombre de mesures déjà qui visaient à éradiquer en fait les pratiques religieuses, culturelles des musulmans et aussi des juifs. Donc ça, voilà, c'est le Moyen Âge. Je m'étends pas plus là-dessus. Ensuite, pour passer à une autre étape charnière, était, comme je disais, en fait, l'époque coloniale, notamment en France. Donc on repasse sur la France et on va voir en fait que les prémices de l'islamophobie se sont développées pendant cette époque coloniale, notamment via l'État colonial français. À ce moment-là, on va avoir en fait la construction des musulmans et de l'islam comme des ennemis de l'intérieur. L'État en fait colonial va chercher à expliquer notamment les causes des contestations anticoloniales, qui étaient légitimes, par en fait des causes théologiques. C'est-à-dire que plutôt que, pour éluder en fait les revendications sociales, démocratiques, etc. des indigènes, des peuples opprimés, l'État colonial va en fait développer la théorie en fait comme quoi ce serait les musulmans qui seraient mus par la volonté de battre l'Occident, etc. Donc à cette époque-là, on a déjà cette idée-là qui va commencer à apparaître. Et on va avoir la volonté de la part de l'État colonial véritablement de discipliner, de réprimer les indigènes, et ça va aller jusque une volonté d'acculturer justement les indigènes. Frantz Fanon, il parle dans certains textes en fait de la question du dévoilement. C'était des cérémonies de dévoilement en fait des femmes musulmanes qui étaient mises en place par l'État colonial dans l'objectif en fait de montrer la valeur et la supériorité en fait des valeurs du progrès occidental contre en fait l'islam qui serait arriéré, qui opprime les femmes, etc. Et très tôt en fait on voit que cette question du voile a été instrumentalisée par l'État colonial et pour construire justement cette image du musulman arriéré, barbare, etc. Et donc cette infériorisation des indigènes va mener à l'idée que c'est ça qui va justifier, on va dire idéologiquement, etc. Le fait qu'ils aient un statut particulier justement avec le code de l'indigénat, etc. et qui soit inassimilable par la suite. Et c'est une idée qui va se renforcer en fait avec l'arrivée des immigrés en métropole, etc. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est que l'État colonial ne va pas seulement réprimer pour acculturer les indigènes, mais il va aussi en fait les encadrer. Il va créer en fait des institutions du culte musulman. Par exemple, on a le recteur de la mosquée de Paris, qui est justement le produit de cette volonté en fait d'encadrer les populations musulmanes. Et bon, on verra après, mais on a toujours la même chose aujourd'hui avec un CFC, Conseil du culte musulman qui a été dissous, remplacé par une autre institution, et tout, mais qui sont des institutions qui sont là pour encadrer la communauté musulmane et qui ont le rôle de former en fait des imams, notamment, avec deux conditions, donc celle d'être inféodé à l'État français et celle d'être implanté dans la communauté musulmane. Donc on voit comment il y a justement la volonté d'encadrer les musulmans avec ces institutions-là. Mais donc tout ça pour dire qu'à ce moment-là, à l'époque coloniale, le discours islamophobe, il va jouer un rôle en fait pour gagner les cœurs et les esprits de la population, notamment en métropole, et justifier en fait les horreurs de la colonisation. Maintenant, je vais passer à une partie plus contemporaine. Comme je disais, je vais juste passer sur les dates charnières, donc on va faire un saut dans le temps jusqu'aux années 80 et la construction du problème musulman. Donc du coup, dans les années 80, comment en fait elle va servir à disqualifier les ouvriers immigrés et leurs revendications, ainsi que celles de leurs enfants. Pour remettre en contexte, après la Seconde Guerre mondiale, il va s'agir en fait de remplacer un racisme devenu inacceptable, biologique, etc., par un racisme plus acceptable, qui va se fonder en fait sur sur les questions culturelles, religieuses, etc.
Et l'exemple de tout ça, par exemple, on va voir par exemple le FN ou le RN, qui en fait, voilà, à la base est fondé avec voilà, des positions ouvertement antisémites, etc. Par la suite, voilà, va de plus en plus mettre en avant le danger de l'islamisation, voilà, en mettant de côté plus les thèses antisémites et tout, voilà, pour se dédiaboliser, parce que voilà, après le nazisme, la Seconde Guerre mondiale et tout, et puis par la suite, c'est quelque chose qui est devenu inacceptable, mais du coup, il y a eu en fait une forme de réagencement des racismes. Et donc j'insiste sur le fait qu'à cette époque, en France, le FN et la France sont précurseurs de l'utilisation du concept d'islamisation, de danger islamiste, et le public français justement est réceptif à ça parce que il y a cette idée pour beaucoup que la guerre d'Algérie se poursuit en métropole. Un autre élément de contexte dans les années 80, ça va être la crise économique, le chômage de masse. Donc dans les années, enfin voilà, il y a le choc pétrolier en 73, enfin voilà, et ensuite la révolution iranienne en 79, et du coup tout ça, cette crise économique, donc voilà, avec le chômage de masse, etc., ça va se combiner avec le déclin de l'URSS, et voilà, pour justifier voilà, la répression des secteurs les plus précaires de la classe, etc., il va y avoir en fait la renaissance d'un complotisme islamophobe face en fait à une nouvelle menace qui remplace le communisme, et y compris voilà, qui va servir également à justifier voilà, la politique impérialiste des États occidentaux. Mais en interne, on va voir comment en fait la construction de ce consensus islamophobe, elle va passer par l'articulation en fait entre le problème de l'immigration et le problème musulman. Surtout en fait dans les pays où il existe justement une immigration ouvrière relativement importante, voilà, provenant des colonies, donc la France, la Belgique, les Pays-Bas, voilà, l'Italie, l'Espagne, etc. En France, il va y avoir des grèves qui vont être emblématiques à ce titre-là, ça va être en fait les grèves de 82 chez Citroën. Ces grèves-là, à la base, elles se déclenchent autour de revendications et de modes d'action qui sont voilà, tout à fait classiques pour le mouvement ouvrier. Donc des revendications qui portent essentiellement sur les questions d'organisation du travail, contre les licenciements, pour les salaires et les libertés syndicales. Il va y avoir en fait un durcissement de la lutte, puisque les licenciements qui vont être confirmés, etc., une occupation d'usines, voilà, qui vont être suivis plus ou moins par les syndicats, etc. Et parmi ces revendications-là, il y a notamment une revendication qui va être celle en fait d'un lieu de prière dans l'usine. Il faut savoir qu'à l'époque, depuis le début des années 70, c'est des revendications qui sont voilà, enfin, auxquelles les syndicats répondent favorablement au nom de la liberté de culte. Et par ailleurs, il existe dans certaines boîtes à l'époque en fait, des lieux de culte, y compris parfois même voilà, mise en place par les patrons pour qu'ils soient tranquilles, etc. Et en fait, l'existence de cette revendication, parmi d'autres, ainsi qu'en fait les images d'une nouvelle classe ouvrière, voilà, en fait des ouvriers qui font la prière, qui parlent arabe, avec des leaders, en fait avec un nouveau visage, des maghrébins, etc. Je sais pas si vous avez vu le film Aya, notamment, il est en libre accès sur YouTube, qui montre beaucoup tout ça et tout. Eh bien, ça va en fait être utilisé justement par les arrière-gardes de la grève, par le patronat, les médias, le gouvernement à l'époque, pour stigmatiser les grévistes et voilà, en fait, mener un véritable traitement islamophobe contre la grève. Il faut savoir que au sujet à ce sujet, il va y avoir plusieurs thèses. En fait, y compris à gauche, il y a des gens qui considèrent que en fait le fait en fait de défendre justement des revendications telles que le lieu de prière ou contre l'islamophobie, etc., ça résulterait en fait d'un glissement où voilà, dans le cadre de la restauration néolibérale et tout, eh bien les ouvriers musulmans eux-mêmes, les populations musulmanes elles-mêmes et présumées en fait se seraient détachées de leur identité de classe par elles-mêmes et auraient en fait endossé par elles-mêmes une identité communautaire, etc. Ça, c'est une explication que nous, on réfute. Et en fait, on va voir qu'en fait, cette construction d'identité et du problème musulman, ça va être quelque chose qui a été construit, en fait, par en haut, par le patronat, les médias et le gouvernement. Le patronat d'abord parce qu'à l'époque, en fait, la direction de PSA va analyser en fait ce conflit comme en fait une manipulation d'ouvriers musulmans qui infiltrent la CGT, voilà, y compris voilà, venus par sous influence de l'Iran, etc. Et en fait, la peur du rouge
va s'articuler avec la peur du vert, et tout ça, ça va servir à justifier un discours qui voudrait non seulement la répression policière des grévistes, mais en plus qui aurait voulu justifier en fait l'expulsion justement des ouvriers d'origine étrangère. Donc voilà, on voit en fait l'imbrication entre le problème, la construction du problème musulman et celle de la question migratoire. Je disais également les médias à l'époque. Donc les médias traitent cette grève à l'aune en fait d'une actualité internationale. Ils disaient le processus post-révolutionnaire en Iran, la fondation d'une république islamique après l'échec du processus révolutionnaire, etc. Et en fait, on va avoir tout un tas de caricatures et de trucs dégueulasses dans les journaux, en fait, qui vont représenter des voitures, par exemple, recouvertes avec un voile islamique, pour vous dire un peu le genre de trucs qu'ils mettaient et tout. Et en fait, cette représentation, elle va être légitimée, notamment par le gouvernement. À l'époque, il faut savoir que c'est un gouvernement de gauche, un gouvernement PS, qui adopte le tournant de la rigueur et qui va participer en fait à légitimer la répression contre les grévistes. Gaston Defferre, qui était le ministre de l'Intérieur de l'époque, il va parler de grève sainte d'intégristes, de musulmans et de chiites, justement, toujours dans cette idée de décrédibiliser, discréditer en fait les revendications des ouvriers immigrés à l'époque. Donc ça, c'était concernant les ouvriers immigrés. On va voir par rapport à leurs enfants, il va toujours y avoir cette imbrication entre la construction d'un problème musulman et la question migratoire. Au départ, il y a cette idée qui va prévaloir que en fait les enfants d'immigrés post-coloniaux pourraient être en fait intégrés, pris en fait dans un processus d'assimilation, d'intégration en fait via l'école. Donc déjà à l'époque, on reviendra un peu après, mais voilà l'école qui joue un rôle de vecteur toujours dans les offensives islamophobes. Et en fait il y a cette croyance que les classes dominantes étaient relativement présentées comme quoi la question musulmane n'allait pas être un problème tant que ça, etc. Mais par la suite, comme je disais, avec en fait notamment les grèves qu'il y a eu dans les années 80, le réagencement en fait géopolitique, etc. Il va y avoir toute une offensive, et en fait par exemple le port du hijab par les jeunes filles françaises, donc issues de l'immigration ou non d'ailleurs, va bouleverser en fait tout ça, et on va théoriser en fait les classes dominantes vont théoriser en fait l'islam comme pôle d'affirmation identitaire. Et la conséquence, en fait, ça pour les enfants d'immigrés post-coloniaux, c'est qu'en fait, il va y avoir toute une offensive pour discuter en fait leur intégration, non plus dans une logique où en fait l'école publique, l'État et tout donc prendrait ça en charge et tout en sécularisant l'islam, etc. Mais dans une logique d'exclusion. En fait, c'est un peu la France, tu l'aimes ou tu la quittes, pour prendre le truc de Sarkozy après et tout. Et dire en fait que les enfants d'immigrés sont eux-mêmes responsables de leur exclusion, et que l'État doit simplement sélectionner les plus intégrables, avec cette idée qu'en fait le fait d'être musulman te rend en fait inassimilable, quoi. Donc voilà, les affaires en fait du voile, notamment celle de Creil en 89, elle va être interprétée en fait à la fois comme un problème national, je disais, et un problème mondial, donc en lien avec toutes les recompositions que je disais tout à l'heure. Mais pourtant, en 89, c'est la première affaire du voile. On n'a pas tout de suite en fait une interdiction du voile à l'école, ça va arriver plus tard. Même si en fait il va y avoir tout un tas d'intellectuels qui vont revendiquer ça dès le départ, mais le moment où ça va arriver, c'est véritablement en 2004, avec l'exclusion en fait de jeunes filles voilées de l'école, et ça va devenir en fait quelque chose qui est justifié par le principe de laïcité. Donc à ce moment-là, le discours contre les Maghrébins en tant que groupe national ou racial, comme je disais, c'est un racisme qui est devenu pas trop acceptable, etc. Donc qui est moins légitime dans l'espace public. Par contre, le racisme respectable ou vertueux, contre les Maghrébins en tant que groupe religieux musulman va lui succéder, et c'est ça qui va être c'est ça qui va être sous-tendu dans les offensives islamophobes jusqu'à aujourd'hui. Le dernier point que je voulais aborder d'un point de vue historique, le troisième, donc c'est le 11 septembre 2001 et la période qui va suivre, qui est effectivement une date charnière en fait pour le complotisme islamophobe. À ce moment-là,
il va y avoir une évolution dans le sens où la figure du musulman, qui était représentée jusque-là comme quelque chose, enfin voilà, une figure incompétente, burlesque et tout, voilà, le musulman va devenir en fait désormais, il va être représenté comme un véritable danger, vous voyez, capable de frapper en fait jusqu'au cœur du monde occidental. Et donc tout ça, ça va légitimer en fait des discours toujours plus déshumanisants. Il y a toute une littérature qui va se développer à l'époque, voilà, que ce soit en France, que ce soit en Italie, les Welbeck, etc. Du coup, l'idée d'une lutte de civilisation des musulmans contre l'Occident va se renforcer dans un contexte où les États-Unis notamment et la domination de la puissance impérialiste américaine voilà, lorgnent en fait sur le Moyen-Orient, l'Afrique, etc. Et ça va servir à légitimer un petit peu tout ça. Donc à ce moment-là, l'international islamophobe se structure autour de plusieurs idées. Il y a un péril démographique, voilà, donc la question du grand remplacement, et l'immigration va être présentée comme un complot prémédité, pas juste un phénomène voilà, social ou naturel, voilà, pour voilà, schématiser. En gros, il y a une écrivaine italienne qui pose la question, mais qui leur donne l'argent pour venir, et qui répond elle-même en disant Ben Laden, voilà cette idée que le musulman est inassimilable et que c'est un danger pour la civilisation occidentale. Donc on a véritablement cette idée d'un grand remplacement qui va se faire une conquête par les ventres et par l'épée. Donc là, une fois qu'on est revenu un peu sur ces éléments plus historiques, etc., je vais venir à des éléments plus contemporains, notamment le rôle, en fait, donc j'aborde la partie 2, c'est le rôle du problème musulman dans les recompositions, en fait, du bloc bourgeois, en France, spécifiquement. Donc on a eu un retour sur la scène à partir de 2015 du problème musulman, donc voilà, autour de la guerre en Syrie, la guerre en Libye, la crise migratoire, donc ça a débouché sur tout ce qui était débat sur la déchéance de nationalité, etc. On va voir en fait, là on a vu ces dernières années, pendant le dernier quinquennat, comment en fait l'offensive islamophobe a joué un rôle clé dans le projet macroniste en fait en crise. Pour mettre en contexte, on a eu un essoufflement ces dernières années en fait des mécanismes en fait de représentation de la démocratie bourgeoise. On dit crise organique, sinon, enfin voilà, crise politique, crise organique, avec en fait, qui s'est exprimé en fait par l'abstention massive, l'essoufflement du Front républicain. On a pu voir ça dans les élections, et tout ça fait en fait que les gouvernements, voilà, ont en fait une base sociale faible, avec voilà beaucoup de rejet des conséquences des politiques néolibérales. Donc on a vu le mouvement des gilets jaunes, le mouvement contre la réforme des retraites, etc. Face à ça, les solutions, enfin il y a eu plusieurs solutions qui sont avancées en fait par le régime. Le premier, ça a été en fait de mobiliser la défense de la communauté nationale et de la République face aux barbares. On a vu l'instrumentalisation justement de l'assassinat de Samuel Paty pour mobiliser justement un arc de force républicain, mais on a aussi vu par exemple l'instrumentalisation de la lutte pour les droits des femmes, notamment avec les questions du voile, la question des certificats de virginité, etc., qui ont en fait servi à construire cette idée comme quoi il fallait en fait voilà, se protéger face aux barbares, vous voyez, y compris par tous les moyens, quoi. L'autre solution d'un point de vue plus répressif, ça va être de discipliner en fait les quartiers populaires. On a vu en fait, l'accentuation du régime d'exception qui s'abat sur les musulmans, notamment, donc un secteur voilà, important dans les quartiers populaires et tout, donc avec la loi séparatisme. La loi séparatisme, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, voilà, avec des atteintes à la liberté d'association, la dissolution de collectifs, notamment de ce CIF, mais aussi de tous les collectifs qui luttent contre l'islamophobie, par exemple le collectif Palestine vaincra qui a été menacé de dissolution, et puis les discriminations au travail pour les femmes voilées, avec le devoir de neutralité, en fait, non seulement pour la fonction publique, mais pour tous les métiers, en fait, délégataires de services publics, etc., qui, en fait, ferment les portes d'un certain nombre de métiers aux femmes voilées, et puis, voilà, la création la constitution d'un délit de séparatisme, etc., etc. Donc ce projet répressif, comme je disais au début, il a été mis en place en lien avec la question migratoire, donc la loi asile et immigration, le renforcement de la police dans les quartiers, et avec tout un tas de discours tels que voilà, sur le registre de la lutte contre la radicalisation, etc. etc. Et de ce point de vue-là, donc discipliner, ça implique aussi d'encadrer
je disais tout à l'heure que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais voilà, il y a eu aussi dans le dernier quinquennat des évolutions de ce point de vue-là. En 2003, Sarkozy avait créé en fait le Conseil du culte musulman, le CFCM, qui était déjà une institution pour justement encadrer les populations musulmanes, etc., ou présumées. Et en fait, ce CFCM a été dissous là dernièrement et remplacé par un forum de l'islam, donc encore plus centralisé, dans le sens où en fait les membres même de ce forum ont été en fait suggérés directement par les préfets et validés par le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que c'est un truc vraiment qui vient d'en haut, voilà, pour en fait voilà, régenter, encadrer voilà, l'exercice du culte musulman et la communauté musulmane en général. Et donc on voit comment l'islam de France constitue à ce titre en fait un maillon de la machinerie islamophobe d'État. Le dernier aspect qui a été mis en place justement par l'État justement pour en lien entre voilà, la crise organique, l'essoufflement des mécanismes de représentation et la construction du problème musulman, enfin, l'offensive islamophobe, ça a été voilà, un moyen voilà, pour accentuer justement aussi l'offensive sécuritaire. Donc on a vu comment voilà, la loi sécurité globale par exemple voilà, a été passée en fait voilà, dans la continuité aussi de la loi séparatisme, comment il y a eu une accentuation de la répression dans les quartiers populaires, mais qui va de pair en fait avec la répression du mouvement social. Donc après en fait le CCIF, on a eu en fait voilà, l'UNEF carrément qui a été menacée de dissolution, un amendement UNEF dans la loi séparatiste, des organisations du mouvement social qui ont été menacées, etc. Et voilà, donc et toute une offensive contre ceux en fait qui dénoncent l'islamophobie en France. Comme je disais, la tentative de dissolution du collectif Palestine vaincra en est un exemple. Dans ce contexte-là, on a vu également comment la question islamophobe, la construction d'un consensus islamophobe qui permettait en fait la construction d'un arc de force républicain qui va de la gauche institutionnelle à l'extrême droite. Et en fait, c'est quelque chose d'important pour le régime, dans le sens où, en fait, ce consensus a permis en fait notamment d'intégrer la gauche institutionnelle en fait comme agent actif en fait du racisme d'État. On va avoir en fait dès les années 80 avec le gouvernement Mitterrand, puis Jospin, Hollande, etc. En fait tout un tas de discours qui vont justement aller dans ce sens-là, que ce soit les discours sur la France qui ne veut pas accueillir toute la misère du monde à l'époque de Rocard, ou les débats sur les chances de nationalité avec Hollande, et puis le printemps républicain, Valls, etc. Donc voilà comment en fait toute une partie, toute la gauche institutionnelle en fait a été cooptée et prend part en fait de manière active à la mise en place du racisme d'État. D'autre part, toujours sur cette idée de comment en fait l'islamophobie sert pour les recompositions du bloc bourgeois en France, il faut voir comment l'islamophobie unifie aussi l'extrême droite, du coup pas seulement en France par ailleurs, mais aussi en Europe, et où malgré en fait les clivages entre les secteurs de l'extrême droite, libéraux, les autres plus conservateurs, etc., il y a un dénominateur commun qui reste la défense d'une communauté en fait européenne aux racines chrétiennes, et c'est ça qui fédère finalement l'extrême droite partout en Europe. Et par ailleurs, un élément, je pense qu'il faut voir et qui a été important, c'est l'émergence d'un phénomène comme Zemmour, qui a montré comment, en fait, y compris des secteurs de la bourgeoisie, voilà, donc Bolloré, notamment avec CNews et tout, se radicalise avec toutes les raisons qu'on peut citer, voilà, nationale, la question de crise politique, crise sociale et même internationale. Voilà, Bolloré comme fer de lance de l'impérialisme français en Afrique. Et voilà comment l'émergence du phénomène Zemmour, en fait, montre voilà, qu'il y a des secteurs aussi dans la bourgeoisie qui se radicalisent et justement qui mettent de plus en plus en avant ce type de discours. Et donc tout ça, ça m'amène sur une dernière partie concernant justement les recompositions du bloc bourgeois. Je pense qu'il faut voir que tout ça découle voilà, d'une crise plus générale de l'impérialisme français, où en fait aujourd'hui avec en fait la crise du multilatéralisme qu'on voit en fait avec la guerre en Ukraine, le fait que les États-Unis soient plus ou moins retirés d'Afrique, pareil du Moyen-Orient, et en fait fassent un pivot vers la Chine, la Russie, etc. Et bien voilà que le maintien en fait du précaré français en Afrique, c'est une question de survie pour l'impérialisme français,
et que en fait toutes ces nouveautés géopolitiques entraînent des difficultés pour la présence militaire française, et que du coup pour relancer justement l'effort de guerre en Afrique, il y a la nécessité, et au Moyen-Orient il y a la nécessité de redonner une place centrale à la lutte en fait contre le terrorisme, contre le djihadisme et à la construction du problème musulman. Donc là, je vais commencer la dernière partie, puis après on fera le débat, voilà, on pourra discuter et tout. La dernière partie, voilà, c'est plus sur la gauche, l'extrême gauche et la lutte contre l'islamophobie. Donc comme je disais, c'est beaucoup en fait l'histoire d'une rencontre manquée en vérité. Au tournant des années 2000, la question de l'islamophobie en France a été surtout traitée en fait sous le prisme en fait de l'universalisme et de l'économicisme. Et en fait, un cas pratique, ça va être la loi de 2004. En fait, la loi de 2004, en fait, il va y avoir l'expulsion, juste avant, en fait, en 2003, de deux lycéennes à Aubervilliers. Et en fait, il faut savoir que dans ce lycée, en fait, il y avait notamment un responsable de la LCR, le porte-parole de la LCR à l'époque, qui a joué un rôle en fait moteur, qui était prof principal, si je me trompe pas, justement des deux jeunes, et qui a justement joué un rôle moteur en revendiquant leur exclusion. Et de la même manière que le responsable de Lutte ouvrière aussi, qui était, je ne sais plus si eux ils étaient sur le lycée, voilà, mais en tout cas, Lutte ouvrière aussi a appuyé justement cette campagne-là pour l'exclusion des jeunes filles voilées. À l'époque, donc l'extrême gauche considère la loi de 2004 comme un point d'appui. Je cite en fait les textes, etc. Eux considèrent ça comme un point d'appui pour défendre en fait les jeunes filles musulmanes face en fait à l'oppression patriarcale. Et en fait, de ce fait, ils participent au final à promouvoir la mise en place d'un nouveau dispositif d'exception. Voilà, un dispositif d'exception qui a l'initiative en fait de la droite Sarkozy, chiracienne, etc. Donc en fait, on voit comment cette politique, elle repose sur deux choses. Déjà, la conception de l'école républicaine comme un lieu d'émancipation. Et que c'est une vision qui est totalement adaptée en fait à l'idéologie bourgeoise, qui nie l'école comme lieu de reproduction sociale et idéologique, et qui défend voilà, une vision manichéenne, avec d'un côté une république, une école publique porteuse de valeurs universelles, vous voyez, et dans laquelle en fait il n'existe surtout pas de structure de domination sociale, raciale, etc. Et de l'autre côté, un islam en fait parangon de l'obscurantisme, l'oppression, voilà. Et l'autre volet, c'est en fait la conception d'une lutte, de la lutte contre le racisme et l'islamophobie comme d'une diversion et d'un piège. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un texte qui est sorti dernièrement de deux universitaires qui ont écrit un bouquin par ailleurs, qui s'appelle Race et Sciences sociales, les deux s'appellent Noiriel et Beau, j'ai oublié leur prénom, et en fait, qui justement avec ce postulat-là que la lutte contre l'islamophobie voilà, enferme ces acteurs dans un combat identitaire, que le racisme d'État ne serait en fait qu'une survivance de l'époque coloniale, voilà, sans actualité comme je disais, tout ce que je disais tout à l'heure et tout, et que du coup il faudrait en fait abandonner cette question-là de la lutte contre l'islamophobie et lutter sur le terrain social, parce que c'est un piège et une diversion, donc voilà, se concentrer sur simplement la question sociale. Et au pire, ça c'est une conception aussi qui va être celle de Hello, donc un piège qui mène à la compromission. C'est-à-dire que faire front contre l'islamophobie serait un piège qui mène à la compromission avec en fait les islamistes, les courants voilà, réactionnaires et tout. Donc ça, voilà, c'est l'article de Hello qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en 2017. Voilà. Le piège de la lutte contre l'islamophobie, enfin, c'est des choses, c'est des positions actuelles. Et donc en fait, le refus de prendre en charge la lutte contre cette oppression islamophobe, et puis contre le racisme d'État, et puis le rôle en fait, l'espace que ça a laissé de manière plus ou moins active pour en fait promouvoir des dispositifs d'exception contre les musulmans, les personnes racisées, etc. Et bien ça, évidemment, ça explique cette séparation, cette rencontre manquée entre la gauche, l'extrême gauche et les quartiers populaires et les populations racisées, musulmanes, présumées, etc. Il y a tout de même eu, depuis, et dans certains secteurs, des recompositions dans le mouvement antiraciste. Notamment, on a vu sous l'impulsion de mobilisation, la manifestation de 2019 contre l'islamophobie, par exemple, a quand même poussé à ce qu'il y ait un bouger dans la gauche et l'extrême gauche.
Et voilà, on voit quand même un certain nombre d'organisations, le NPA, enfin, voilà, à l'époque on voyait la LCR qui jouait un rôle actif dans l'exclusion des jeunes filles voilées, aujourd'hui voilà, qui reconnaît la légitimité malgré tout de la lutte contre l'islamophobie, Jean-Luc Mélenchon qui participait justement à cette marche en 2019 et qui voilà, dans les discours pendant la présidentielle a mené quelques piques justement contre la loi sépaраtisme, etc. Et d'autre part, on a vu en fait, comme je disais, recomposition, l'émergence d'un mouvement antiraciste, toute une nouvelle génération voilà, qui lie la lutte contre les violences policières, le racisme d'État, les inégalités sociales, en se délimitant des vieilles structures cooptées comme SOS Racisme, etc. Et donc à l'image, par exemple, du comité Adama, qui a notamment réalisé voilà, le pôle Saint-Lazare avec les Gilets jaunes, etc. Donc voilà, quelque chose qui est progressiste, voilà. Mais toutefois, en fait, ces recompositions politiques, pour le moment, d'un point de vue, ces recompositions du mouvement antiraciste, d'un point de vue politique, pour le moment, elles n'ont pas encore donné de résultats d'un point de vue politique, dans le sens où tout un secteur de l'avant-garde du mouvement antiraciste, voilà, pendant par exemple les dernières présidentielles, voilà, on fait, et pendant la séquence législative et ce qui s'ensuit, voilà, on fait le choix de soutenir de manière plus ou moins critique l'Union populaire. C'est le cas aussi du NPA par exemple, etc. De manière plus ou moins critique, voilà. Et le problème avec ça, c'est que du coup, ça permet pas de mener jusqu'au bout justement la lutte contre l'islamophobie. Je pense qu'il faut rappeler un certain nombre de points par rapport à l'Union populaire, parce que c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, donc, comme je disais, a participé à la marche en 2019 contre l'islamophobie et voilà, a mené sur certains discours en fait voilà, la dénonciation des dispositifs racistes et tout, mais sur le fond, je pense qu'il faut revoir déjà que les députés, la France Insoumise à l'Assemblée nationale pendant le précédent quinquennat, déjà ont voté une partie des articles de la loi séparatisme. Voilà. Et en fait, même s'ils ont refusé de voter le texte dans sa globalité, on voit comment sous pression en fait de l'État, sous pression du gouvernement, de l'extrême droite, etc. Eh bien, déjà, ils ont reculé et accepté, voilà, de voter en fait un certain nombre d'articles, alors que voilà, t'es même pas élu et déjà en fait tu recules. Donc imagine quand t'es élu et que t'as les institutions bourgeoises face à toi, etc. Mais alors qu'est-ce que tu vas faire? Par ailleurs, dans le programme de l'Union populaire, voilà. Il n'y avait pas un mot sur l'islamophobie. Défendait au contraire la lutte contre les communautarismes. Donc ça, c'est le jargon en fait d'universalisme en fait républicain, islamophobe et tout. Et les mesures les plus progressistes qu'il y avait dans le programme, qui auraient intéressé les quartiers populaires, que ce soit sur les violences policières ou quoi, ont été en fait relégués dans le programme commun avec la NUPS au rang d'astérisque. Vous savez, c'est les astérisques là, c'est le truc, on sait pas en fait, on sait pas ce que c'est en fait. Mais du coup, c'était pas dans le programme. Du coup, on voit comment la NUPS et l'alliance en fait avec le PS de Hollande, Valls, etc. Et même d'Olivier Faure. Olivier Faure qui pareil, quand il y a eu la loi séparatisme, lui il proposait aussi sa loi séparatisme à lui, etc. Donc voilà comment en fait cette alliance-là, finalement, de l'Union populaire avec la NUPS, finalement, ça montre les limites d'une orientation qui consisterait pour le mouvement antiraciste à soutenir justement la NUPS, à soutenir l'UP, à soutenir Jean-Luc Mélenchon, vous voyez. Et du coup, même au moment des législatives, on a vu comment les militants antiracistes qui avaient défendu la campagne, qui ont mené la campagne, etc., avaient été mis de côté par en fait la NUPS pour faire monter en fait les barons locaux, etc. Et tout. Donc ça montre comment en fait voilà, cette orientation en fait ne permet pas de mener justement la lutte contre l'islamophobie jusqu'au bout. Et par ailleurs, même sur un plan plus idéologique, la créalisation, le truc que défend Mélenchon par rapport à l'universalisme, vous voyez, comme quoi en fait, voilà. L'histoire de l'immigration en fait serait une créolisation, un mélange et tout. Donc en fait c'est un concept qui neutralise les rapports de domination, qui efface les rapports de domination justement qui sont exprimés contre les populations immigrées. C'est voilà comme si en fait on mélange comme ça et puis voilà en fait ça aurait créé en fait une communauté nationale, mais tout en effaçant tout ce qui est voilà les rapports de domination coloniaux, migratoires, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on considère que cette stratégie elle n'est pas à même de mener à bien la lutte contre l'islamophobie et qu'en fait nous notre politique ça va être de défendre dans le mouvement antiraciste une orientation révolutionnaire qui échappe justement à l'écueil de la cooptation et aux illusions qu'il peut y avoir dans la gauche réformiste.
Du coup, pour conclure, nous, on considère que le mouvement ouvrier, il a un rôle déterminant à jouer, car c'est la seule force en fait qui est capable de révolutionner la société, et que de ce point de vue-là, ça implique de batailler contre la NUPS, mais aussi contre les directions syndicales qui, par ailleurs, enferment le mouvement ouvrier dans des revendications uniquement économiques, etc. Et voilà, et que le mouvement ouvrier doit justement faire de la politique et mettre en avant la question de la lutte contre les oppressions et l'islamophobie. Pour nous, c'est une oppression, une attaque contre un secteur de la population qui correspond non seulement à la nature en fait de l'État français et de son histoire, mais voilà, qui remplit aussi donc les objectifs politiques, économiques et tout que je disais plus haut dans les cadres en fait des rapports de domination actuels. Et du coup, pour mener à bout jusqu'au bout en fait la lutte contre cette oppression, il s'agit en fait de l'intégrer dans le cadre d'une stratégie voilà, révolutionnaire. Et pour nous, il n'y a que comme ça que justement le mouvement ouvrier et que les opprimés pourront justement se réconcilier, qu'on peut en fait unifier les opprimés à la base et qu'on pourra réconcilier justement mouvement ouvrier, lutte antiraciste. Vous voyez donc pour nous, pour dire rapidement les orientations sur la question de la lutte contre l'islamophobie, à rebours en fait des stratégies électoralistes, etc., il va s'agir en fait de construire en fait un bloc de résistance dans la rue, voilà, qui permette de faire la démonstration, en fait, la force de l'alliance entre la classe ouvrière et le mouvement antiraciste dans la lutte contre l'islamophobie, contre en fait les mesures autoritaires, xénophobes et islamophobes de Macron et Darmanin. Et d'autre part, donc construire une organisation. C'est pour ça qu'on est là un petit peu à cette UDT. Voilà, construire une organisation, voilà, d'extrême gauche qui, je dis pas renou, parce qu'en fait, on a un petit peu tout à inventer, je pense, parce que comme je disais, l'extrême gauche et l'islamophobie, c'est beaucoup l'histoire de nous rencontre ratée, mais voilà, construire une organisation d'extrême gauche avec un programme qui répond justement aux aspirations d'une nouvelle génération aussi, une nouvelle génération même ouvrière, une nouvelle génération voilà, de jeunes, de travailleurs, etc. Voilà, qui a le visage voilà, qui est racisé, etc., qui n'est pas juste concerné par les questions de salaire, etc., mais qui est aussi préoccupé par les questions de racisme, etc. Et donc, voilà, en mettant en avant un programme pour la suppression des lois racistes et islamophobes, soit la loi séparatiste, la loi sur le voile, etc., pour l'accueil de tous les réfugiés et la suppression des lois xénophobes, et contre la répression policière dans nos quartiers, et évidemment contre les interventions impérialistes au nom de la lutte contre le terrorisme.